Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on souhaite Tom Rodrigue, qui a produit le documentaire Les Chialeux. On vous présente la bande-annonce à l'instant. C'est vrai que c'est pas drôle d'être obligé à chaque jour de trouver un sujet sur lequel il faut chialer. Chercher des raisons pour chialer? Un chef de l'opposition qui chiale à 100% est un très mauvais chef d'opposition. C'est normal que des individus ne pensent pas tout le temps pareil sur tout. Chaque fois que j'ai entendu le premier ministre parler de la majorité des Québécois, j'aimerais lui rappeler que la majorité des Québécois n'a pas voté pour lui. S'il n'y avait pas de parti d'opposition, ça s'appellerait la dictature. Oui, le pouvoir est nécessaire, le pouvoir doit être exercé, mais il faut qu'il y ait un contrepoids. Le Parlement, ce n'est pas le jouet du gouvernement. Il faut remonter à 1985 pour qu'un gouvernement ait reçu l'appui de 50 % de la population. Ça va changer au Legault, le monarque élu va accepter d'aller jusqu'au bout du changement. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire comme parti d'opposition s'il n'y a pas, par exemple, un mouvement citoyen derrière la proposition qu'on fait. On a un rôle à jouer pour la transformation sociale, mais chacun a un rôle à jouer. Yes, Tom, on dit dans la bande-annonce, ça dit bientôt à l'affiche, mais commençons par ça. Ceux qui veulent voir le documentaire, c'est dans la région de Québec à l'affiche au CLAP. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que, est-ce que les gens peuvent le voir ailleurs que là ou Ben là, dans le fond, là, en tout cas, bonne nouvelle. Là, normalement, en tout cas, souvent, c'est juste une semaine, mais là, il est reconduit pour une deuxième semaine au CLAP. Okay. Ça, c'est le fun. C'est une bonne nouvelle, on est content. Sinon, effectivement, là, il y a plusieurs dates. Là. Il va jouer à Sherbrooke le 12, à Trois-Rivières le 16. Puis après ça, il va rejouer à Montréal. Il a joué à Montréal le 22 mai. Bien, là, il va rejouer là, dans quelques semaines là, au cinéma public là, à partir du 21. Il va y avoir quelques représentations. Hein. Fait que c'est ça, il est comme un peu en tournée, là, un peu en ce moment. Là. Puis après ça, on vise là, éventuellement, là, on va le soumettre à des chaînes des chaînes télé. Là. On aimerait ça une acquisition, là, mais c'est ça. Pour le moment, on met vraiment l'accent sur la promotion de la sortie en salle. Là. On essaie d'y aller vraiment comme une étape à la fois. Là. Ça m'intéresse, tu parles beaucoup au pluriel présentement. Ça représente combien de personnes? Vous êtes combien derrière ce projet-là? Ouais, ben c'est ça. C'est comme, en tout cas, je parle souvent effectivement, là, à la première personne du pluriel, troisième personne. Ben, parce que j'ai encore, avec ma compagnie Fort Bleu, je suis rendu comme le seul actionnaire, mais en tout cas, on travaille quand même toujours en équipe, là, mais j'ai encore toujours le réflexe là, de vraiment comme parler. C'est vraiment un travail d'équipe. En tout et pour tout, dans le film, il y a peut-être une vingtaine de personnes qui ont travaillé. C'est sûr, c'était pas 20 personnes à temps plein, ça fait 5 ans là, que je travaille là-dessus. Là. Fait que c'est des gens, des fois, qui sont venus donner un 3-4 semaines. Il y en a qui ont été là une couple de mois, qui se prenaient, qui s'investissaient à temps plein. Il y a 5 ans de travail derrière ce documentaire-là, dans le fond? Ouais, c'est sûr que je dis tout le temps 5 ans, mais en même temps, c'est pas 5 ans à temps plein, là, mais quand même, là, les premiers jets, c'est vraiment en septembre 2019 que j'avais commencé à écrire ça. OK. Fait que, plus ou moins à temps partiel par moment. C'est sûr que j'étais plus activement dedans depuis 2022. Parce que c'est là que ça a commencé à débloquer un peu plus nos demandes de financement et tout. Là. Fait que ça a permis d'être un petit peu plus à temps plein là-dedans. Là. Mais c'est sûr qu'en cinéma, on a plusieurs projets en parallèle. Là, fait que Non, c'est ça. Peut-être comme question pour introduire les gens là, au documentaire. Bon, vous avez vu la bande-annonce, on voit Dominique Anglade, on voit Legault, on voit Jean-François Lisée, on voit Duhem, on voit Christine Labrie de QS, on voit plein de gens. On voit à peu près toutes les specs de la politique québécoise sont mis à l'écran là-dedans. Mais quel était qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce documentaire-là et quel est un peu l'histoire, à quelque part, que vous vouliez raconter là-dedans? Parce qu'il y a une bonne partie qui
y a une bonne trame de fond qui est sur le mode de scrutin, là, j'ai envie de dire. Mais sinon, le but, moi, en tout cas, j'ai eu l'impression que c'était de montrer comment fonctionne la démocratie québécoise, finalement. Est-ce que c'était ça qui était l'objectif derrière le documentaire? Puis, dans le fond, comment tu es arrivé? Qu'est-ce qui explique le choix de ces intervenants-là, par exemple? Ouais, ben, c'est une bonne. T'as bien mis le doigt là, sur l'objectif là, qu'on avait. Là, c'est de valoriser un peu le fonctionnement de la démocratie. Ben, décoder peut-être, là, le fonctionnement de la démocratie québécoise. Puis c'est de partir aussi de l'assertion que l'opposition servirait juste à chialer pour essayer de la déconstruire, puis d'essayer. Parce que dans le fond, l'idée de base, c'était vraiment de se dire ben, ça fait 40 ans au Québec qu'il n'y a aucun parti qui a été élu avec plus que 50% des votes, mais 8 fois sur 10, il y a eu plus que 50% des députés. Puis on s'entend que les 2 fois sur 10 que c'était minoritaire, c'était pas. Ça a quand même passé vite, là. Je pense que Yann, tu peux nous en. Quoique ça n'a pas dû passer vite sur le coup, mais c'est 2007 même... de l'ADQ et évidemment Pauline Marois en 2012. C'est des mandats d'environ 18 mois chacun. C'est ça, c'est ça. Fait que c'est d'essayer de se dire, ouais, mais si la majorité des gens perdent leurs élections depuis 40 ans, comment ces gens-là sont représentés? Sont-ils comme complètement laissés pour compte par le gouvernement? Aussi, au contraire, il y a une certaine capacité d'action, il y a une certaine possibilité pour les députés d'opposition de comme porter le message différemment que par la seule enceinte du gouvernement. Parce que si on essaie de déconstruire un peu dans le film l'exécutif, le législatif, puis le juridique, pour essayer de mettre l'accent. Parce que dans le fond, l'opposition se retrouve beaucoup avec la confusion des pouvoirs qui se fait au Québec, ben, l'opposition, souvent, ça se retrouve à être le contre-pouvoir législatif. Parce qu'à cause de la ligne de parti, à cause de la prédominance de l'exécutif sur le législatif, ben, ça fait en sorte que des fois, les débats de fond qu'on devrait avoir au Parlement sont peut-être un petit peu plus rapides. Alors, c'est vraiment comme l'opposition, par exemple, avec ses outils comme l'émotion, le temps, les questions, ces affaires-là, qui sont un peu les gardiens un peu de ce rôle-là. Fait que ben, j'ai été surpris, excuse-moi de te couper, mais j'ai été surpris en fait en écoutant ça de l'honnêteté à la fois du docu, mais également de ceux que tu as interviewés, de différents membres de la classe politique ancienne, présents ou nouveaux. Justement, parce que tu sais, au début, je me disais, bon, autant que c'était vraiment une sorte d'introduction à la science politique parlementaire au Québec, tout ça, puis à la base, mais souvent, on essaie un peu, en tout cas, par le passé, on voyait ça souvent, qui essaie un peu de draper une sorte de couche de crémage par-dessus, c'est merveilleux, on est tous gentils, puis de ci, de ça, puis tout le monde fait une job extraordinaire. Non, vous êtes vraiment allé honnêtement, puis même des gens osaient le dire, même je pense comme Mario Dumont et d'autres disaient que tu as bien plus de pouvoir quand tu es député à l'opposition que quand tu es un simple député au gouvernement. Même, ils ont dit littéralement le terme plante verte dans le documentaire, ce qui m'a vraiment surpris, de fait que justement, non, écoute, on mettra pas plus de crémage qu'ils font, on va dire les vraies choses, que oui, là-dessus, je pense que notre système est défaillant à cause de ça, parce que c'est vrai que les députés n'ont pas le droit de parole, comme tu dis, à cause de la ligne de parti. Et puis, il y a beaucoup de critiques, que même d'autres qu'on parle justement dans le podcast au fil des années, qui sont quand même reprises dans ce documentaire-là. Fait que j'étais étonnamment surpris que justement, il y a eu autant d'honnêteté par rapport à la réelle version que des fois, on met pas un ça romantesque que le système parlementaire. Tu sais, autant qu'il y a des qualités puis des défauts, mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme si c'est un truc qui s'entache, puis tout est merveilleux, tout est parfait. Tu sais. Ouais, c'est ça, puis c'était bien, c'était intéressant aussi c'est gentil, merci pour ton commentaire. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter aussi, là, c'est vraiment... Oui, c'est ça, peut-être une petite précision pour les auditeurs qui ne le savent pas, c'est que Tom est un auditeur, puis il nous avait envoyé le lien en avant-première, si je peux dire, pour nous autres, fait qu'on a eu l'occasion et le privilège de pouvoir l'écouter un peu avant sa sortie, fait que c'est là qu'est parti tout un truc, puis j'ai trouvé ça super intéressant, puis l'idée de vouloir l'inviter par la suite, puis d'en parler est venue de ça, fait que, ouais, absolument. Ben, en tout cas, fait que c'est bien apprécié. Puis ouais, ben c'est ça. Ben, c'était intéressant aussi les entrevues. Tu parles de l'honnêteté un peu puis de l'ouverture. Ben, c'était intéressant aussi le processus de développer un lien de confiance avec chaque. Parce que souvent au début, on commence, puis il y avait comme tout le temps une courbe, 2, 3 premières questions. On se réchauffe puis tout. Puis plus on avançait, plus au fur et à mesure. Puis
puis plus les gens se sentaient à l'aise. Fait que, autant au début, les premières questions, c'était moins comme les questions les plus payantes, mettons, en termes de contenu. Là. Mais autant à la fin, on arrive vers des échanges de fond. Puis tu sais, ce qui est le fun justement avec le film, ben, je sais pas ce que tu en penses, Joey, là, mais Mario Dumont, il est comme vraiment hyper intéressant dans le film. Là, tu sais. Lui, il est arrivé comme des derniers qu'on a interviewés. Tu sais, fait que, on a comme pu faire un peu une espèce de wrap-up de toutes les questions, là, faire une synthèse là, un peu. Fait que, en tout cas, ouais, j'ai quasiment le goût de dire, il était où ce Mario Dumont-là? Parce que me semble que je l'écoute à la TV à longueur de semaine, puis on dirait que c'est pas la même personne. Mais regarde, je te demanderai pas de commenter ça. Là. Mais non, absolument. Puis même, j'ai été surpris parce que la pseudo-critique que j'ai faite du docu quand je l'ai écouté, c'est que, ben regarde, c'est un peu une question de circonstance qu'on le compare à un autre documentaire qu'on a un peu écouté récemment, mais que ça n'a aucun rapport avec toi. C'est le documentaire Les Perdants de Jenny Cartwright de l'ONF, qui est clairement penché d'un côté, puis écoutant qui parle justement des perdants du jeu électoral et de la réforme du mode de scrutin, on s'entend que c'est beaucoup plus biaisé et beaucoup plus penché. Puis autant que je dirais, est-ce qu'il y a un biais en faveur du mode de scrutin dans le documentaire? Je dirais que oui, malgré que justement, je trouve que Mario Dumont, l'intervention que vous avez faite avec lui, un peu comme un genre de contrebalancement pour dire que, ouais, mais il risque d'avoir telle affaire, on risque de perdre telle chose, ou qu'il y a plus de risque de faire telle chose si on change le mode de scrutin. Fait qu'au moins, un genre de balancement. Mais pour le reste, autant que tu parles à du monde de, justement, comme Dominique Anglade, tu parles avec Christine Labrie de QS, puis tu as su un peu dans ses interventions, Véronique Yvon du PQ. J'ai trouvé ça quand même relativement égal et très, très peu biaisé, je dirais, par rapport au documentaire, mettons, si je le compare à l'autre, mais généralement parlant, je pourrais pas dire que ça penche, mettons, d'un bord comme de l'autre, où c'est plus poussé vers la gauche ou plus poussé vers la droite, parce qu'au contraire, vous recevez Éric Duhem qui parle à quelques occasions dans le documentaire aussi, puis vous lui laissez autant de place que certains autres intervenants aussi, fait que j'ai trouvé ça très, très bien. C'est gentil. Puis c'est ça, on a essayé de... Ben, tu sais, c'est intéressant au niveau de ce que tu apportes au niveau du mode de scrutin, parce que on a essayé quand même d'aller vers là où est-ce que le sujet nous a amené, dans le fond. C'est sûr que, puis là, je le réalise un peu avec du recul, là, mais on a tourné les entrevues juste avant la campagne de 2022 avec Anglade, Labrie, Yvon, ça c'était avant la campagne. Puis toutes les autres, c'était comme entre avril 2023 puis à août 2023. Fait que c'était comme... Je pense que c'était encore dans l'air du temps, un peu l'espèce de distorsion électorale qu'il y a eu en 2022. Là. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on referait ces entrevues-là aujourd'hui, puis ça serait peut-être pas autant présent dans les interventions. Ben, je trouve que ça c'était très bien, parce que justement, vous n'avez pas fait l'erreur d'ignorer complètement le Parti conservateur du Québec, alors que justement, vous parlez de distorsion électorale. S'il y a bien un parti qui a été par excellence, qui a vécu de plein fouet cette distorsion-là, c'est bien là. Fait que, contrairement à d'autres qui ont décidé un peu comme d'ignorer ça, puis de dire que c'est des partie d'establishment, je ne sais pas trop comment expliquer ça, là, mais le fait que vous en avez parlé, je trouvais que c'était une bonne affaire. Là. Mais à part de ça, au-delà de justement d'informer justement mettons, le public général, à savoir un peu démystifier, je dirais pas les secrets de l'Assemblée nationale, mais du moins le modus operandi, c'était quoi le but? En fait, c'est plus par pure curiosité, parce que pour ceux qui vont voir le documentaire, vous l'avez vu un peu dans la bande-annonce, il y a une sorte d'animation style jeu vidéo rétro que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs pour un gamer comme que je suis. C'est toujours le même modus, parce que je sais que tu penses que c'est pas ton premier documentaire que tu fais, c'est toujours le même modèle ou exclusivement tu as choisi vraiment ce style-là pour ce documentaire-là spécifiquement? Parce que au-delà du documentaire classique qui fait juste passer des interventions puis de ci, de ça, je trouve qu'il y a vraiment un côté plus... Je n'allais pas dire New Age, mais genre nouvelle génération, plus jeune nécessairement, pas nécessairement pour des vieux documentaires, mettons, que juste des gens de 65 ans et plus aimeraient écouter. Non, Street Fighter, Joey, c'est pas New Age. Street of Rage. Vintage, non, mais c'est parce que les deux, ça ressemble beaucoup, mais Street Fighter, c'est vraiment one-on-one. Donc, Street of Rage, il se promène tout le long, puis il y en a un que c'est co-op, puis l'autre, c'est VPV. Fait que... PVP, en tout cas, player versus player. Ouais. Mais est-ce que tu gamais, toi, Yann, dans cette époque-là? Écoute, moi, j'ai gamé, mais j'ai arrêté de gamer en 2003. Ça occupait trop de temps dans ma journée. Et depuis 2003, je ne game plus du tout. Il était sur le bord d'aller en désintox. Là. Ouais, c'est ça. Mais toute cette époque-là, la Genesis et tout ça, là, ça, t'as connu ça? Ouais, ça, j'ai vécu ça. Ouais, bon, ça va te parler, ces séquences-là. mais j'étais content que ça te plaise jouer parce que, justement, en fait, moi, c'est ça. Ça fait 15 ans que je fais des films, mais c'est mon premier documentaire, c'est mon premier long-métrage. Fait que, mais ça fait 15 ans que je fais de la fiction, que
mais que je fais plus du court-métrage de fiction avec Fort Bleu, c'est ça. J'avais travaillé sur un autre documentaire là, comme producteur exécutif, là, ça s'appelait Journal de Bolivie, de Jules Falardeau puis Jean-Philippe Nadeau-Marcoux, qui était, c'est ça, je suis plus arrivé au moment de la post-prod et tout, mais ça, c'est vraiment mon premier documentaire comme réalisateur. Puis, ben, au début, c'est ça, quand on commençait à faire le film, on se faisait dire, ben, vous voulez faire un film sur la politique pour intéresser les jeunes, mais vous faites comme tous les films politiques qui se sont faits jusqu'à maintenant, qui n'intéressent pas les jeunes. Ben, en tout cas, on pourrait s'en reparler, grosse généralisation là, autour de ce que les jeunes aimeraient entendre, puis ce que les jeunes aiment. Ça, c'est dans les demandes de subvention ou de financement, probablement, qu'on te dit ces choses-là, de ton côté? Ouais, c'est ça, dans les premières qu'on a eues. En tout cas, c'est petite parenthèse, à un moment donné, j'ai trouvé ça bien particulier, là, parce qu'on était comme 4 gars dans la vingtaine qui se faisaient dire par un comité, je sais pas, ben, en tout cas, je sais pas quel âge, là, mais en tout cas, 4 gars dans la vingtaine qui se faisaient dire, ben, les jeunes n'aiment pas ça, mais c'est parce qu'on est comme 4 gars dans la vingtaine, puis c'est comme... Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. Les fonctionnaires de 40 ans et plus savaient mieux que toi ce que les jeunes hommes dans la vingtaine voulaient écouter. C'est tellement surpris. Et tu parlais ça m'intéresse, tu parlais des différents intervenants que vous avez eus, là. Donc, il y en a plusieurs qu'on voit, Jean-François Lisée, Mario Dumont, t'es nommé. Jean-Pierre Charbonneau, Françoise David qui est là. Bon, il y en a plusieurs. Comment vous avez établi ce set d'invités-là? Et est-ce que ça a été compliqué de pouvoir les interviewer? Est-ce que vous avez eu des refus? Est-ce que comment ça s'est passé, ce processus-là? Ben, ça s'est relativement bien passé, étonnamment. Étonnamment. En tout cas, moi, j'étais surpris parce que je m'attendais à ce que personne n'accepte. OK. Parce que c'était la première fois que je faisais ça. Puis c'est sûr que un titre de même, ben, des fois, il y en a que, il fallait l'expliquer un peu plus tout, mais en général, ça dérangeait pas vraiment. Le titre, là, c'est plus comme après, a posteriori, là, des fois qu'on a eu des commentaires sur le titre un peu. Là. Est-ce qu'ils savaient qu'Éric Duhem était dans le documentaire, par exemple? Ben, en fait, ça, c'est intéressant que vous en parliez parce qu'au début, moi, au début, c'était comme plus un film, parce que Fort Bleu, ma compagnie, dans le fond, on fait des films de genre et ou à connotation historique. De genre, c'est comme qu'on associe, mettons, un genre de film particulier, mettons, science-fiction, film de vampire, etc. Là, et ou à connotation historique, parce que moi, j'ai étudié en histoire, puis ça me passionne. Là, fait que... où est-ce que je voulais emmener? Dans le fond, est-ce qu'il savait qu'Éric Duhem participait au documentaire ou il le prenait après coup, dans le fond? C'est ça. En fait, au début, on avait comme une approche un petit peu plus historique. C'est-à-dire qu'on voulait comme plus présenter un peu comment l'opposition s'est arrivée, puis etc. Puis, en documentaire, comparé à la fiction, on voit vraiment où est-ce que le sujet nous amène. T'sais. Fait que au début, les premières entrevues, on avait, il nous parlait des anciens chefs de l'opposition, Claude Ryan, Georges-Émile Lapalme, etc. Puis, Mario Dumont un peu aussi. Puis, les entrevues nous amenaient plus vers l'actualité, les événements des dernières années, puis tout. Fait que finalement, on a axé ça comme plus sur la dynamique politique actuelle, qui est quand même intéressante. C'est la première fois depuis 1973 qu'il y a autant comme de partis dans l'espace médiatique, autant à l'Assemblée nationale que dans l'espace médiatique, comme les conservateurs, même s'ils ne sont pas dans l'Assemblée nationale, c'est quand même impressionnant à quel point ils ont de la visibilité, ils sont hauts dans les sondages, puis ils ont une influence quand même sur l'actualité politique. Mais tout ça pour dire, c'est un long détour, là, mais Éric Duhem, il était pas prévu, on n'avait pas prévu de l'interviewer au départ, parce que c'était historique, ouais. C'est ça, on mettait ça sur l'aspect historique, mais comme je disais, on était tellement, au début des entrevues, ça parlait tellement des distorsions électorales puis tout. Je pense que tout le monde parlait d'Éric Duhem, puis à quel point c'était Fait que c'est les intervenants qui autant d'électeurs qu'il n'y avait pas de députés, tu sais. Fait que si je comprends bien, c'est les intervenants dans leurs interventions qui vous ont convaincu, sans le vouloir, d'aller vers ce sujet-là, puis d'amener Éric dans le documentaire éventuellement. Exact. Fait que c'est ça. Nous autres, on a essayé d'être à l'écoute de notre sujet.
Mais écoute, je trouve ça vraiment le fun de la manière dont tu l'expliques parce que moi, là, dans ma tête, là, quand on parle de documentaire, c'est rare que je vois un documentaire qui n'est pas ultra biaisé ou est-ce qu'on se sert pas on se sert pas un peu tu sais, un documentaire, c'est comme prestigieux. Tu sais, moi j'écoute des documentaires le soir sur Netflix, j'ai le petit doigt dans les airs, puis je suis une personne plus évoluée socialement que mes comparses. Tu sais, c'est un peu le même qu'on voit le documentaire des fois. Là. C'est prestigieux, c'est élitiste, un documentaire. Puis, moi, je trouve souvent que dans le documentaire, on se sert de ce prestige-là, cette notoriété-là du documentaire pour passer un message, pour passer un slogan, pour passer vraiment une philosophie politique. J'ai jamais l'impression... Tu sais, ce que tu m'expliques depuis tantôt, là, c'est qu'on a été là où le documentaire nous amenait, on a suivi le fil des discussions, puis on a suivi ce que les intervenants voulaient qu'on fasse sans trop le vouloir. Ça ressemble un petit peu plus à une approche qui est type méthode scientifique, votre affaire. Puis, j'ai pas l'impression que c'est la norme dans le documentaire. J'ai l'impression que la norme dans le documentaire est un peu plus de pousser une idéologie. Tandis que vous autres, vous avez. La manière dont tu décris ça, c'est vraiment go with the flow. Là. C'est que ils n'ont pas. On dirait pas. En tout cas, moi, puis regarde, je l'ai écouté, là, le documentaire, là, puis si Joey me dit pas qui me l'envoie, puis avec un peu de contexte, j'ai aucune façon de dire en écoutant ça, regarde, c'est un péquiste qui l'a fait, c'est un libéral, c'est un... Je le sais, c'est impossible de le dire. C'est impossible de le dire. Dans le fond, parce que ce que Yann dit, c'est dans un documentaire, il y a un narratif, là, on raconte une histoire avec des intervenants. On dirait que ce que tu as fait, c'est adapter le narratif aux intervenants au lieu d'adapter les intervenants au narratif. Exactement. C'est ça, puis c'est un peu ce que je disais au début, c'est que justement, t'as pas autant de te présenter les députés ou les gens qui travaillent en politique ou qui font de la politique comme, bien évidemment, des êtres humains, mais tu les as pas mis sur un piédestal comme étant quasiment des archanges défenseurs de la démocratie, puis quasiment genre prosternez-vous devant vos seigneurs. Tu as vraiment plus été dans le terre à terre, puis par rapport à la réalité du truc, puis comme tu as dit, vous avez été honnête, puis les intervenants aussi ont été honnêtes par rapport, surtout ceux qui sont plus en politique, mais quand même, tu sais, que justement, il y a des réalités que c'est plate, mais à cause de telle affaire, puis ça, on pense que c'est de même, mais non, en fait, c'est comme ça. Fait que non, là-dessus, tu peux pas dire que tu as induit ou le citoyen en erreur ou l'auditeur pour dire que c'est ça, c'est un moron finalement. Là, et je pense que même si on ne peut pas nécessairement dire je voterai pour qui, j'ai quand même pas l'impression que c'est qu'on regarde ça puis on pourrait dire que je voterai pour la CAQ, là, mettons. Je sais pas ce que non, mais là, tu m'amènes sur un point, c'est que je comprends le concept de les chialeux, donc ça fait référence à quelque chose de très... La mentalité québécoise de l'opposition, eux autres, ils font une chialer et on pose jamais rien. Donc, le titre, je le trouve très bon parce que ça illustre quelque chose qui est dans l'esprit là, populaire, que le chef de l'opposition, c'est un chialeux, puis ils n'ont jamais rien de constructif à... Fait que, tout est construit autour du témoignage de différentes personnes qui ont effectué des rôles dans l'opposition ou des fois au gouvernement, mais souvent des gens du passé, comme Jean-Marc Fournier. Donc, oui, il a été ministre, il a été au gouvernement, mais pas actuellement. Les absents, finalement, du documentaire, c'est les membres du gouvernement. Est-ce que tu as essayé d'en avoir? Est-ce qu'il y a eu des refus ou c'était vraiment un choix de dire je veux axer ça sur le rôle de l'opposition? Parce que au début, je n'avais pas remarqué, puis après comme une heure, j'ai fait, il me semble que j'ai entendu personne du gouvernement à date. Ouais. Ben, justement, c'est pour ça que je disais ça à la blague, là, que, en tout cas, que on ne mettait pas nécessairement la CAQ d'avant. C'est parce que, en fait, c'est quand même un peu le pari un peu qu'on a essayé de prendre avec le film, de vraiment mettre l'accent sur l'opposition. Puis ça a été un défi quand même. Puis même des fois, on a parlé dans les entrevues de c'était quoi la relation, mettons, entre le chef d'opposition puis le gouvernement. Puis c'est que finalement, ça vient toujours à tourner autour du pouvoir, alors que nous autres, on essayait vraiment comme de mettre l'accent sur le rôle de l'opposition. Puis, ben, je pense que finalement, si on avait interviewé des gens de la CAQ, ben, on aurait plus parlé du pouvoir, puis vraiment de c'est quoi leur rôle au gouvernement, que vraiment comme c'est quoi le rôle de l'opposition en ce moment. Puis je pense qu'il y avait comme un peu une espèce c'est intéressant, tu parlais de méthode tantôt. Je pense qu'on voulait vraiment avoir cette posture-là, de comme vraiment avoir
le point de vue de l'opposition, puis comme d'avoir un cliché aussi du portrait politique en ce moment. C'est ça, je trouvais ça intéressant, parce que moi, j'aime bien ça, regarder des vieux documentaires, puis de voir tout le monde qui ne sont plus là, comment ça a évolué depuis, mais comment c'était à l'époque. Ça, je trouve ça intéressant. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas nécessairement mis l'accent sur... on n'a pas nécessairement invité en tout cas, invité des députés de la CAQ à participer. En même temps, bon, on s'est dit... Il y a quand même Mario Dumont, il y a de la DQ qui a fusionné avec la CAQ, mais bon, en tout cas, c'est pas le porte-parole de la CAQ, on s'entend, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est aussi que, tu sais, pour vrai, avec, tu sais, on a 16 entrevues dans le fond au total, puis c'est toutes des entrevues, tu sais, il y en a un petit peu plus courtes de genre 30-45 minutes, il y en a peut-être 2 de 30-45 minutes, mais tu sais, en moyenne, c'est 1 heure, il y en a de 1h30, 1h40. Fait que, tu sais, en grosso modo, on a 16 heures d'entrevue, on a 40 heures de contenu. Fait que, tu sais, on aurait pu faire une série avec ça. Fait que, c'est sûr que, tu sais, mettons, faire une série télé sur l'opposition, c'est sûr qu'il y aura un épisode sur le pouvoir, puis sur, tu sais, on interviewerait la CAQ, mais aussi, ce qui aurait été cool, ça aurait été d'interviewer, mettons, Jean Charest, tu sais, qui a été longtemps chef de l'opposition, Pauline Marois. Comme c'était quoi leur perception du rôle avant d'être au gouvernement, c'est quoi leur perception aujourd'hui, est-ce que ça a changé, est-ce que, comme mettons, ils se diraient ah, ben quand j'étais dans l'opposition, je faisais ça, mais après avoir été premier ministre, je me rends compte que... Fait en tout cas, ça remonte vraiment à... Tu sais, il faut faire des choix quand on fait juste un documentaire, puis en tout cas, c'est ça, c'est cruel, tu sais, parce qu'on a 16 heures de contenu, puis il y a tellement de stocks qu'on aurait pu mettre, mais puis vous faites il y a des évidemment du one-on-one avec des gens qui savent, qui répondent à une question, puis tout ça, mais il y a aussi ce que j'appellerais un peu du behind the scene, là, notamment, je pense on voit des interventions en chambre de Dominique Anglade, comme chef de l'opposition officielle, mais on voit en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que c'est une des premières fois qu'on voit ça à l'écran parce que la politique québécoise, il y a un aspect pas occulte, là, dans le sens occultiste du terme, là, mais il y a un aspect caché un peu de ce qui se passe, dans le sens qu'on opaque, on voit jamais le bureau du... C'est pas comme on voit la Maison-Blanche, Trump reçoit des gens, ça parle, ils disent des conneries à la télé. Ici, on n'a jamais vu une rencontre de François Legault avec quelqu'un. On n'a jamais vu ce qui se dit. Ça n'a jamais été filmé. On voit des photos. Il y a un aspect très, très opaque à la politique québécoise et canadienne. Et dans le documentaire, à un moment donné, on voit Dominique Anglade en train de comme chorégraphier ses interventions en chambre à l'aide d'André Fortin et de des staffers. Puis là, il y a un gars qui prend des notes puis il lui dit mais cette phrase-là, tu devrais la dire dans ta réplique. Quand le premier ministre te répondra, dis ça dans ta réplique. Puis là, elle se pratique dans le bureau à faire son intervention. Puis là, tu coupes, puis tu montes en chambre l'intervention qui a été pratiquée, puis tu as la voix de dire les mêmes phrases. Puis ça montre quelque chose que je pense beaucoup de gens ne voient pas, à quel point il y a des choses en politique qui sont je dirais chorégraphiées ou scriptées. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu montres ça. Ben, puis j'avoue que c'était quand même... En tout cas, j'étais agréablement surpris là, de l'ouverture là, quand même là, de nous amener derrière. Ce matin-là, parce que c'est tout le même matin dans le bureau de Dominique Anglade, là. Ce matin-là, quand je suis rentré dans son bureau, puis je voyais comme tout le... J'avoue que j'étais assez impressionné. Là. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur effectivement j'avais jamais constaté à quel point, c'est vrai que le bureau ovale, c'est un lieu d'échange puis tout, mais j'avais jamais constaté à quel point, mettons, au Québec, on ne sait pas nécessairement à quoi ressemble le bureau du premier ministre. C'est pas nécessairement un lieu d'échange, mais quand même, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quand même assez ouvert au public puis tout, mais j'avoue que ces lieux-là de l'exécutif, je pense que ça revient à la séparation entre l'exécutif et le législatif, peut-être. Parce que bureau ovale, c'est vraiment le bureau de l'exécutif, c'est vraiment le boss. Alors que ici, vu que le législatif est inféodé à l'exécutif, ben, il y a peut-être, c'est le chef de la majorité parlementaire. Je sais pas, c'est peut-être pour ça, mais en tout cas, bref, ouais,
J'ai été agréablement surpris de cette ouverture-là, de pouvoir aller dans ces lieux-là. Et tout. Le choix de suivre, parce qu'en fait, autant que c'est pas seulement en fait les trois politiciennes que tu suis principalement Véronique Yvon, Dominique Anglade et Christine Labrie, le fait que ces trois femmes, ça a été comme une décision, je dirais pas safe, c'est une décision consciente ou c'est juste dit, c'est eux qui sont proposés, on les suit? Parce qu'au début, pour être bien franc, quand j'ai vu comme le modus operandi, je me dis, bon, là, ça va s'en venir, ils vont nous faire une genre de logique pseudo-féministe ou je sais pas trop quoi, mais finalement, pas en tout, tu sais, c'était vraiment très bien fait. C'est juste que le fait que c'était vraiment comme trois députées politiciennes, dont une chef de parti, mais quand même, que c'était trois femmes et qu'il n'y avait pas nécessairement député homme, tout ça. J'étais juste curieux de savoir le modus operandi derrière ça, même si ça s'est bien fait malgré tout. Ouais, ben c'est une bonne question. Puis, tu sais, souvent, des fois, souvent les gens nous demandent « Hey, c'est-tu voulu que ce soit trois femmes? » Puis. Ben, c'est-tu de la pression, dans le sens que si on met pas genre des femmes en d'avant, ils vont dire que on est masculiniste, puis je sais pas trop quoi, là, tu sais, on va savoir des femmes. Honnêtement, puis c'est ça que je disais, tu sais, des fois les gens sont déçus quand je dis non, on n'a pas choisi trois femmes parce qu'on voulait mettre trois femmes. C'est vraiment juste un hasard, tu sais, c'est comme, dans le fond, parce que les trois ils ont des fonctions complémentaires. Tu sais, Dominique Anglade qui est vraiment chef de parti, Véronique Yvon qui était whip, puis Christine Labrie qui était leader parlementaire de Québec solidaire dans ce temps-là. Fait que c'est ça, il y avait comme une complémentarité. Puis, tu sais, il y avait aussi beaucoup, là, tu sais, dans le temps, là, il y avait qui ressortait pas mal. Là, il y avait, tu sais, ils formaient un trio là, de porte-parole devant le ministre de l'Éducation. Tu sais, t'avais Risky, Yvon, puis Labrie. Là. Fait que ça avait attiré mon attention. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai été voir un peu, tu sais, j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne maîtrise des codes parlementaires. Tu sais, Véronique Yvon, je pense qu'elle était quand même incontournable parce que, ben, tu sais, elle a vraiment comme réussi à tu sais, quand même transcender les lignes de parti avec l'aide médicale à mourir. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même fait sa marque. Puis, tu sais, elle est en politique, je sais pas quoi, 12 ans, 14 ans? En tout cas, j'ai pas les chiffres exacts, mais majoritairement dans l'opposition. Fait que je pense qu'elle a été 12 ans sur 14, parce que j'espère avoir les bons chiffres, là, mais 12 ans sur 14 dans l'opposition. Fait que c'est quelqu'un qui avait une bonne connaissance vraiment de toute la joute parlementaire, tous les règlements, etc. Puis je pense que c'est une bonne personne aussi, justement, pour décoder ces mécaniques-là et tout. C'est ça, t'avais trois aussi. C'était vraiment. Non, c'est ça, pour répondre à ta question par rapport à est-ce qu'on a volontairement choisi trois femmes, non, c'est ça, on a vraiment été en fonction de leur profil. Comme Christine Labrie, c'était son premier mandat. Fait qu'elle était un petit peu plus disons ça comme ça. Alors que ben, de l'autre côté, tu as l'expérience avec Véronique Yvon qui était là depuis 14 ans, je pense, si je ne m'abuse. Puis, ben, de l'autre côté, tu avais Dominique Anglade, que ben, c'était la chef de l'opposition. Fait que, en tout cas, au début, comme je disais, le documentaire était plus axé sur les chefs de l'opposition. Fait que c'est une des premières qu'on a approchées. Éventuellement, ça a plus élargi sur l'opposition en général. Mais quand même, je trouvais ça pertinent parce que c'est vraiment la vis-à-vis du premier ministre. Puis je pense que comme d'avoir un point de vue sur le travail de l'opposition, ben, puis honnêtement, j'ai été quand même agréable. Je ne suis pas libéral dans la vie. Là, vous disiez qu'on ne peut pas nécessairement avoir mon point de vue, mais j'ai jamais nécessairement été libéral, mais comme j'ai été agréablement surpris de comme toute en tout cas l'ouverture puis tout ça. Là, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est le fun avec ce film-là, c'est que tout le monde, j'ai apprécié tout le monde. Peu importe les partis, Jean-Marc Fournier, j'ai vraiment aimé mes échanges avec lui. J'ai trouvé super ouvert, super. C'est sûr que lui, il parlait plus du pouvoir, là, mais quand même, c'est ça. Fait que, ouais. C'est intéressant. Écoutez, je vous ai fait défiler tout à l'heure la page Facebook de Phare Bleu, P-H-A-R-E, Phare Bleu, évidemment. Donc, c'est probablement la meilleure place pour suivre toutes leurs activités parce qu'on s'en doute, ils l'ont dit tout à l'heure, il y a des nouvelles dates qui ont sorti récemment. D'ailleurs, Cinéma Le Clap, aujourd'hui, 4 juin, 13h50, la représentation. Demain, 5 juin, Cinéma Le Clap, toujours, 13h50 également, la représentation.
À l'écran, vous avez 2 autres représentations que j'ai mis. Le 12 juin 2025 à 18h30, on parle de la Maison du cinéma à Sherbrooke. Le 12 juin 2025, 18h30. Et le 16 juin 2025, 19h30, au cinéma Le Tapis Rouge de Trois-Rivières. Donc, Tom, merci beaucoup de ta présence. Merci pour ce documentaire-là qui est quand même très intéressant. On vous souhaite beaucoup de succès. J'ai vu quand même, en faisant cette petite recherche-là, il y avait des articles dans le Journal de Montréal, des articles dans Le Devoir, quelques entrevues radio également de votre côté. Donc, vous avez été chercher une certaine visibilité. On vous en souhaite plus, évidemment, de fouler ces salles de spectacle-là. Pour présenter votre documentaire. Ça semble vachement intéressant, puis je vous souhaite une tonne de succès. Eh bien, merci d'avoir pris le temps ce matin et d'échanger autour du film. Toujours le fun. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir été là. Salut, bien. Sur ce, nous autres, on va passer sur Patreon dans quelques instants. Juste le temps de remercier les commanditaires officiels du podcast. Donc, TLF Dessin pour tout ce qui a rapport avec le dessin industriel et plans 3D dans le domaine de la construction. Construction dont on a parlé hier dans un podcast qui a fait beaucoup réagir des gens, relativement positivement, je dirais. Donc, c'est tant mieux. Barbecue Québec pour tout ce qui a rapport avec les barbecue, les accessoires de barbecue, les fumoirs, les housses, les gratteux de grille, tout ce qu'il faut pour l'été. Là, c'est le temps. Là. On est dedans. Il fait chaud. Là, on est dedans. Profitez-en parce que vu qu'Yann utilise son Yukon, il va mouiller en fin de semaine. C'est Ready for Canada pour tous vos besoins en matière d'immigration. On le sait, c'est un sujet qui est tout le temps dans l'actualité, l'immigration. Les politiciens s'amusent avec ça, changent les règles, bougent les règles, demandent telle exigence, changent les exigences. Si vous êtes dans un processus où vous pensez que vous êtes correct, là, puis vous avez un doute dans votre tête, là, que ce soit pour vous ou vos employés, contactez donc des gens qui savent comment ça marche. L'équipe de Steven va vous s'occuper de vous autres. Ready for Canada et nos amis de longue date, Ranch Brand, qui ont sorti la collection printemps-été pour le linge de country, le linge numéro 1 au Canada et au Québec. Donc, utilisez votre code promo YAN10 pour votre 10% de rabais. Nous autres, on s'en va sur Patreon. On a beaucoup de stock de Joey, il m'en a parlé avant le show, dont une permission de Rémi Villemur de sortir un extrait de son podcast payant. Donc, si vous allez sur le podcast de Rémi Villemur, il y a une entrevue avec Mathieu Bock-Côté. Il parlerait de Yann et Frank pendant 6-7 minutes apparemment dedans. Joey a demandé permission à Rémi si on pouvait le diffuser derrière notre paywall. Rémi a accepté, ça lui fait une promo. Nous autres, on respecte son paywall de cette façon-là. Donc, si ça vous tente d'avoir du contenu exclusif, on l'a fait aussi avec Jer Alain il y a une semaine ou deux. Quand vous venez derrière le paywall, il y a du stock le fun derrière le paywall, puis on commence à diffuser du stock qui sont derrière d'autres paywalls également. Vous avez le paywall de Roxane la Banane, évidemment. Vous avez du stock qui sont là. Évidemment, les 3 Afuera avec Sam Rasmussen. Quand vous allez dans le VIP à 10 $, c'est des genres de trucs que vous avez. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent. J'ai parlé récemment à Patricia Vincent, Marie et Pat, qui ont beaucoup de succès au niveau des femmes dans le podcasting. Et elles font, eux autres, un podcast mensuel environ 1 heure par mois. Et elles rajoutent toujours un 20 minutes derrière leur Patreon, derrière la paywall. Elles vont nous donner la permission d'utiliser ce podcast-là. Ça va arriver dans votre prochain mois. Donc, c'est le temps de vous abonner au Patreon de Yann et Frank. Vous allez avoir une tonne de stock derrière ça. Et on s'en va de l'autre côté de la clôture, justement.